Bien le bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien du cercle Jean Mermoz avec aujourd'hui Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour. Nous tenons à vous remercier grandement de nous accorder cet entretien. Ça me fait Donc, plaisir. Charles Gave, est-il encore besoin de vous présenter? Vous êtes financier, cofondateur du fonds d'investissement GAFCAL. Oui, Vous êtes également fondateur de l'Institut des Libertés, donc un think tank libéral. oui. Vous avez eu une très grande expérience au sein des marchés financiers. Après 55 ans, ce serait dommage, hein. Et nous souhaitions donc vous interroger aujourd'hui sur tout un tas de questions, dont la première porterait sur l'état des lieux des différentes zones monétaires. Au cours des 30 dernières années, nous avons eu l'apparition de la zone euro, nous Mhm. avons eu donc le dollar dont on va dire les réserves de change, etc. L'utilisation a commencé à diminuer avec donc l'émergence de l'euro, l'émergence du yuan. Que pouvez-vous nous dire sur donc l'évolution des différentes zones monétaires? Eh bien, écoutez, on va essayer de résumer ça au maximum. Le système monétaire qui a été créé à Bretton Woods à la fin de la Deuxième Guerre mondiale était un peu comparable à ce qu'on appelait autrefois un mainframe computer, vous savez, un gros ordinateur central. C'est-à-dire que la façon dont vous travaillez, c'est que tout se passait en dollars. Et donc, si vous vouliez rentrer dans le système des paiements internationaux, vous deviez acheter des dollars et vous le faisiez par l'intermédiaire du centre du système, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, mettons. Et puis, vous versiez des dollars à celui à qui vous aviez acheté quelque chose, ou le contraire si vous avez vendu quelque chose. Et dans le fond, chacun avait sur son bureau une espèce d'écran qui le reliait à un système complètement centralisé. Et la contrepartie commerciale de ce système centralisé, c'était un système de paiement qui s'appelait SWIFT, qui existe toujours d'ailleurs, qui permet de faire toutes les transactions. Donc vous imaginez un système où vous avez une grande monnaie qui irrigue l'ensemble du système, et puis toutes les transactions, par exemple, si vous vouliez passer du yen au franc français, il fallait d'abord passer par le dollar yen, et puis ensuite franc français, dollar, et puis on échangeait des dollars au milieu, on se retrouvait chacun avec ce qu'on avait échangé dans l'autre sens. Donc c'était un système qui était complètement centralisé. Tous les systèmes centralisés ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont extrêmement fragiles, puisque ils amènent à une concentration du pouvoir. Une concentration de pouvoir, ça amène toujours à un accroissement de la fragilité. Et la deuxième chose, c'est qu'ils étaient aussi extraordinairement favorables à la domination américaine, puisqu'ils avaient accès en temps réel, par l'intermédiaire de SWIFT en particulier, à toutes les transactions qui se passaient dans le monde, à tout moment. C'est-à-dire que si vous aviez l'idée, par exemple, que pour vendre un produit, allez, je ne sais pas, en Indonésie, et que vous étiez français, il fallait peut-être distribuer quelques sucettes à des potentats locaux, en d'autres termes, la corruption, ils le savaient et ils vous coinçaient. Eux, ils ne se privaient pas de corrompre, mais si vous voulez, les autres n'avaient pas le droit. Donc c'était un système qui était complètement centralisé. Et il avait une deuxième caractéristique, c'est que le pétrole ne pouvait être acheté et vendu qu'en dollars. Ils avaient un monopole, en quelque sorte. Le dollar était la monnaie de paiement pour le pétrole. Et comme je l'écris souvent, l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée. Ça veut dire que si d'un seul coup les États-Unis décidaient que vous n'aviez plus accès au dollar, vous n'aviez plus accès à l'énergie et vous étiez foutu. Et donc c'était un système qui était un système de contrôle par les Américains du système mondial qui était tout à fait efficace, si j'ose dire. Et alors, l'euro n'avait rien changé à tout ça. La seule chose qui avait changé l'euro, c'était grosso modo dans le temps, si vous voulez faire du commerce entre la France et l'Italie, on passait par le dollar. Là, on est passé directement de la France à l'Italie par l'intermédiaire de l'euro. Mais ça n'a rien changé fondamentalement. Et le système de paiement restait le même. Et toute l'Europe était toujours dépendante du dollar pour acheter son énergie. Donc, c'était simplement une espèce de rideau de fumée dont je vous expliquerai pourquoi il a été créé, si vous voulez, après. Donc l'euro n'a strictement rien changé. Et ce qui a tout changé, c'est le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce qu'à ce moment-là,
les Américains et les Européens aussi d'ailleurs ont fait une immense erreur. Ils ont décidé de capturer les réserves de change de la Russie, que la Russie avait mis en dépôt dans nos banques centrales. Et ce que pensait M. Le Maire, quand il disait qu'il allait mettre la Russie à genoux en très peu de temps, c'est qu'il pensait que ça allait empêcher les Russes de vendre leur pétrole, d'acheter des choses à l'extérieur. Et donc, il pensait très honnêtement qu'ils avaient une arme nucléaire qu'ils ont fait péter, qui était le non-accès de la Russie au dollar, et que ça suffirait à mettre la Russie à genoux. Or, il n'en a strictement rien été. La Russie avait vu arriver le coup depuis très longtemps, avait passé déjà des accords avec la Chine pour vendre son pétrole à la Chine, etc. Mais surtout, ça a eu une influence désastreuse sur quelque chose de très important, c'est la principale exportation de l'Europe et des États-Unis, ce qu'on ne disait jamais, c'était la sécurité juridique. C'est-à-dire, si vous aviez un bien en France et que vous étiez un type du Moyen-Orient ou n'importe quoi, en principe, c'était à vous. On ne pouvait pas vous le piquer. Or là, ils ont fait sauter ce monopole de la protection juridique que nous avions. Et en l'espace de 3, 4, 5, 6 mois, tout le monde s'est dit, mais attendez une seconde. Si moi, je me fais choper, si la Banque centrale se fait choper demain, s'il y a un coup d'État en Arabie Saoudite, ben, ils vont aussi me prendre tout mon argent, parce que non seulement avaient-ils pris l'argent de la Banque centrale russe, mais ils avaient fermé tous les comptes des résidents russes, par exemple en France, etc. Donc, ils ont fait à peu près le coup que les Juifs avaient fait aux Allemands, que les Allemands avaient fait aux Juifs, pardon, en 1934, de prendre tous les biens sans aucune justification juridique, simplement parce qu'ils étaient juifs. Donc là, on a décidé qu'on allait prendre tous les biens des Russes, simplement parce qu'ils étaient Russes. Ce qui est complètement attentatoire aux droits des gens, au droit international, à tout ce que vous voulez. Et du coup, ça a accéléré de façon extraordinaire le mouvement qui existait déjà, que poussait déjà pas mal par les Russes et les Chinois, de créer des monnaies alternatives de paiement. Et le nouveau système vers lequel on va sera complètement différent. Il est pas fini, parce que ça prend du temps. Mais on voit très bien comment il va se dessiner. C'est qu'à la place d'avoir un ordinateur central, vous allez avoir des relations, par exemple, entre l'Inde et, je ne sais pas, Singapour, qui passeront directement par les deux monnaies locales et qui n'auront plus besoin de passer par le dollar. Donc, vous allez avoir une floraison de PC qui vont faire des opérations dans tous les sens et plus de PC portables, mais plus d'un gros ordinateur central qui contrôlait tout. Donc, la réalité, qui aura des influences géopolitiques massives, c'est que les États-Unis ne sont plus maîtres des paiements. C'est fini. Maintenant, chacun, par exemple, si la Chine veut faire des développements et financer des développements en Indonésie, ben, ils prêteront des yuan directement à l'Indonésie, et ces yuan arriveront chez les gens qui vont faire les investissements, qui retourneront en Chine, et ils ne verront jamais la couleur du dollar. Donc, on a un système maintenant qui est en train de se mettre en place, qui est complètement décentralisé à la place d'être centralisé. C'est-à-dire qu'il sera à la fois beaucoup plus robuste et beaucoup plus efficace. Mais ça veut dire aussi que nous, en Europe par exemple, et même aux États-Unis, on pouvait avoir des comptes courants des déficitaires, parce que dans le fond, il y avait une partie importante de l'épargne du reste du monde qui venait s'investir chez nous en raison de cette sécurité juridique qu'on était censé leur offrir. Donc, comme la balance des paiements s'additionne à zéro, toujours, c'est pour ça qu'on l'appelle une balance d'ailleurs, comme ils envoyaient toujours de l'argent pour acheter des immeubles à Paris ou j'en sais rien, à ce moment-là, on se retrouvait, nous, avec des comptes courants déficitaires, c'est-à-dire qu'on pouvait vivre durablement au-dessus de nos moyens. Et nos taux d'intérêt étaient anormalement bas. Mais à partir du moment où ils ne nous envoient plus leurs excédents d'épargne, il va falloir qu'on retourne à l'équilibre. Et donc, nos taux d'intérêt réels vont beaucoup baisser et notre niveau d'activité économique va baisser en parallèle parce que la seule façon d'avoir des retours à la balance des paiements, c'est d'avoir une forte baisse du niveau de vie, comme ça les gens achètent moins d'importations. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est assez simple, c'est qu'on a vécu jusqu'en 2000 à peu près,
aller avec un système qui était centralisé sur le dollar, contrôlé par les États-Unis et par le droit américain. Les Américains, après les attentats du 9 septembre, avaient décidé que quiconque utilisait des dollars, où que ce soit dans le monde, était passible d'être jugé selon le droit américain. C'est-à-dire qu'on a perdu toute autonomie, on a perdu toute autonomie juridique, on l'a vu dans l'affaire Alstom. Ben, tout ça, c'est fini. Donc, on va se retrouver dans un monde où vous allez avoir l'émergence de nouvelles monnaies, et ces nouvelles monnaies seront gérées par des gens indépendants de la Banque centrale américaine, et on peut penser qu'elles seront de meilleure qualité que les nôtres. Et alors, allez-y. Et alors, justement, dans ce contexte de restructuration du système monétaire international, il y avait un sujet qui était très à la mode pendant un moment et dont on n'entend plus trop parler, c'est la monnaie des BRICS. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler des projets, en quoi ça consistait, et nous dire comment ça fonctionnerait? En principe, si vous voulez, ça revient toujours à la même idée. Les gens adorent, en particulier les hommes politiques et les fonctionnaires, ils adorent les systèmes centralisés. Mais si vous avez des systèmes qui sont complètement décentralisés, vous n'avez pas besoin d'une monnaie dominante, vous n'avez pas besoin d'une monnaie de réserve. Vous pouvez acheter de l'or, parce que ça fait un peu office de monnaie de réserve, tout le monde acceptera. Mais mettons que l'Indonésie, pour reprendre mon exemple, se retrouve avec des déficits extérieurs importants parce qu'elle fait des investissements très, très importants en routes, en hôpitaux, en écoles, en tout ce dont ils ont besoin. Ben, la Chine va leur prêter l'argent. Et avec ça, ils achèteront des machines, outils en Chine, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez une monnaie. Ils n'ont pas besoin de passer par une troisième monnaie pour faire ça. Ils peuvent se mettre d'accord. Ils font une petite réunion entre banquiers centraux. Et ils se disent, ben, écoutez, on va faire une espèce de solde de toutes les affaires qu'on a, de toutes les importations qu'on fait de Chine vers l'Indonésie. Vous ferez une petite somme de toutes les exportations que vous faites vers la Chine. On fera la différence. Et on réglera la différence, soit avec vous qui nous prêtez de l'argent, soit avec vous qui nous achetez des actifs chez nous, soit avec les Indonésiens qui vendront des actifs qu'ils auraient en Chine, soit avec de l'or. On n'a pas besoin du dollar ou d'une autre monnaie. Donc, cette histoire de BRICS, ils s'imaginent qu'il y a quelque chose qui va sortir et qui sera un petit peu comme le dollar, un machin extraordinairement important et sur lequel on pourra s'appuyer. Il y aura des banques centrales et tout. En fait, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que le système de monnaie de réserve est un système qui est extrêmement dangereux et qu'il vaut beaucoup mieux avoir des tas de monnaies qui se soldent les unes contre les autres qu'un système où elles se soldent d'abord contre une première monnaie, puis ensuite la deuxième solde contre cette première monnaie, puis ensuite on fait la différence. Il n'y a aucune raison, c'est une lourdeur, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour faire du commerce entre la Chine et l'Indonésie, entre la Chine et Singapour, entre l'Indonésie et Singapour, tout ça peut se passer par leur monnaie nationale et c'est les banques locales qui prennent ou pas le risque de prêter de l'argent à l'Indonésie. Donc c'est tout, quoi. On revient vers un système parfaitement décentralisé, ce qui enlève un pouvoir gigantesque aux États-Unis. Et donc, il n'y aurait pas de projet de faire, par exemple, un système d'unité de compte sur le modèle de ce qu'était, par exemple, le serpent monétaire européen, mais autour de l'Asie. Ils ont vu comment ça marchait, non, pas du tout. Pourquoi ils feraient ça? Ce qu'ils essayent, c'est ils le font d'ailleurs un petit peu. Ils essayent, toutes les monnaies en Asie essayent de stabiliser leur monnaie vis-à-vis du yuan, ce qui est intelligent, avec l'aide pour éviter les dévaluations sauvages, etc. Mais c'est pas du tout officiel. C'est simplement un truc pour éviter. Ce qui est embêtant quand vous avez une crise des paiements, c'est que votre monnaie peut se ratatiner au-delà de ce qui est raisonnable. Donc, ce que fait la Chine, c'est qu'elle dit aux gens, écoutez, vous allez tous régler votre monnaie plus ou moins sur la mienne, avec toutes les libertés que vous voulez, mais enfin, grosso modo, nos banques centrales discutent. Et puis moi, Chine, je réglerai les monnaies de toutes vos monnaies en même temps que la mienne contre le reste du monde. Donc, on aura une zone de stabilité monétaire autour de la Chine. Et c'est la Chine qui réglera le cours du yuan vis-à-vis du dollar ou vis-à-vis de l'euro. Et comme les autres suivent le yuan, ben, ça réglera aussi leur cours vis-à-vis du euro. Donc, vous avez un système
vous avez une banque centrale, la banque centrale chinoise, qui est un peu plus égale que les autres, mais voilà, il n'y a rien de forcé. Il n'y a pas d'imbécilité, il n'y a pas de volonté de créer. C'est un peu, grosso modo, allez, ce qui se passe aux États-Unis avec leurs deux voisins, le Mexique d'un côté et le Canada de l'autre. Les monnaies flottent librement les unes contre les autres, et puis des merdes indisiges. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Il n'y a pas besoin d'avoir des taux de change fixes. Le taux de change fixe, c'est un machin qui a été créé par les inspecteurs des finances français pour masquer la façon désastreuse dont ils géraient la France. Comme ça, ils pouvaient continuer à avoir des taux de change fixes alors même qu'ils foutaient en l'air l'industrie française. Mais ça dure qu'un temps. Les taux de change fixes, ça dure jamais très longtemps. Oui, parce qu'au final, à chaque fois, ils étaient obligés de les réévaluer, donc autant le laisser flottant. Autant c'est flottant, ça évite à des gars comme George Soros de gagner plein d'argent quand le taux de change fixe saute. Mais en même temps, comme ça, chacun prend son risque dans son coin. Quoi. Si vous trouvez que la monnaie française n'est pas chère, vous en achetez, même si elle a des déficits. Si vous trouvez qu'elle est chère, même s'ils ont des surplus, vous la vendez. Et donc, le marché fait son boulot d'adéquation de l'offre et de la demande des monnaies. Et ça marche beaucoup mieux que quand c'est fait par des fonctionnaires. Alors, néanmoins, dans le commerce asiatique, on voit quand même une monnaie qui joue les troubles faits, qui Qui est le tente yen, à oui. se ratatiner, qui est le yen, effectivement. Alors, à quel jeu joue la Banque du Japon? Alors, le yen, c'est un animal un peu spécial. C'est assez. Il faut jamais regarder. Les Japonais, ils sont arrivés de Mars il y a 5 ou 6 000 ans, mais ils ne sont pas comme tout le monde. Hein, ça, il faut pas. Donc aujourd'hui, par exemple, le yen est dans une situation très curieuse. Ils ont tellement d'épargne à l'extérieur, quelque chose comme 70% de leur PIB en épargne extérieure dans les marchés obligataires australiens, américains, dans les actions, un peu partout, que quand le yen dévalue, imaginez-vous, la population s'enrichit. D'habitude, quand vous dévaluez, vous appauvrissez. C'est même... Comment ils se sont retrouvés dans cette situation d'avoir une telle épargne à l'étranger? Mais ils ont une épargne absolument monstrueuse et ça fait 10 ou 15 ans que le gouvernement japonais a décidé de mettre les taux d'intérêt à zéro et les obligations à zéro, et le 10 ans et le 3 mois à zéro. Donc vous êtes un épargnant japonais, on vous offre gentiment du zéro. Vous vous dites, pas terrible, il y a les Australiens là qui me filent du 5. Donc vous avez des sorties de capitaux, on appelle ça Madame Watanabe. Madame Watanabe, c'est la veuve de Carpentras locale, si j'ose dire, c'est la dame qui gère l'argent de la maison, et qui achète et qui pousse du yen à l'extérieur. Mais alors le yen a une caractéristique très curieuse, comme ils sont les gros fournisseurs d'épargne au reste du monde, si jamais il y a une crise qui pète, vous savez, d'un seul coup, les actions se pètent la gueule, j'en sais rien, mettons une belle crise. À ce moment-là, Madame Watanabe prend peur et décide d'arrêter ses exportations de capitaux. Et donc à ce moment-là, le yen monte comme une fusée. Donc le yen est un animal assez curieux. Si vous avez un crack, des actions à New York, le yen monte comme une fusée. C'est un drôle de truc. Mais ça se passe à chaque coup. Donc, quand est-ce que ça va arrêter le yen? Il y a un moment. Et bien sûr, il faudrait avoir toutes les données pour pouvoir faire le calcul. Vous savez, quand le train part de Toulouse et arrive à Bordeaux, puis il y a un autre train qui part de Bordeaux qui va le croiser là, avec une vitesse différente et tout. On faisait ça quand j'avais 10-12 ans. Ça me mettait dans des états de désespoir complet. Mais la question, c'est ils sortent de l'argent sans arrêt et ils touchent des rentabilités sur cet argent qui reviennent. Il y a un moment où la rentabilité sur leurs capitaux va devenir supérieure à l'argent qu'ils mettent à l'extérieur. À ce moment-là, le yen montera de façon très forte. Donc, ce qui est intéressant avec le yen, c'est qu'il est à 2 écarts types sous-évalués aujourd'hui, en parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire ajustés pour les taux d'inflation. Et ce que j'explique aux gens depuis quelque temps, c'est que s'ils ne savent pas quoi faire de leur fric, et s'ils n'en ont pas besoin pour les 3-4 ans qui viennent, ils peuvent le mettre en yen, et ils sont à peu près certains de doubler en 5 ans. Ce qui est bien, ça vous fait à peu près... C'est aussi bien que les actions, quoi. Mais vous ne savez pas combien de temps ça peut durer la baisse. Mais vous savez que comme on retourne toujours à la parité des pouvoirs d'achat, les monnaies se réajustent toujours à la parité des pouvoirs d'achat. Aujourd'hui, le yen est sous-évalué d'à peu près 40-45% contre le Deutschmark. Et ils font exactement la même chose que les Allemands, c'est-à-dire des bagnoles, de la chimie, des robots. Ils font tout ce que font les Allemands. C'est des ingénieurs, ces deux pays. Et donc,
Aujourd'hui, si vous avez le choix entre une Mercedes à 90 000 euros ou une Lexus à 50 000, qui est aussi bien, vous dites, je vais peut-être acheter une Lexus. Hein. Et parce que quand même la baisse, la chute du yen Tout à est fait un extraordinaire. acte de guerre économique Alors, relativement la baisse, énorme. oui, tout à fait. Est-ce que il n'y a pas de réaction du côté de que ce soit la banque chinoise ou la Fédérale Ouais, Réserve? ça gueule pas mal en Chine. Mais oui, bien sûr, ça gueule. Et la question que je me suis posée pendant un petit moment, c'est est-ce que c'était pas une espèce de contre-feu qu'avaient allumé les autorités monétaires américaines pour forcer à la rupture de cette zone asiatique dont je vous ai parlé tout à l'heure? Je ne le crois pas, parce que ce serait supposé qu'ils sont compétents. Et là, j'ai des doutes. Mais ça s'est produit simplement parce que l'épargne japonaise n'était pas du tout assez rémunérée par rapport à l'épargne dans le reste du monde. Et donc, ça a amené les Japonais à sortir leur argent. Alors, il y a deux possibilités. Si les taux d'intérêt se remettent à monter au Japon, ben, Madame Watanabe, elle va s'acheter des obligations japonaises, elle ne va pas s'embêter. Donc, ça peut s'arrêter comme ça aussi. Mais est-ce qu'il est certain qu'aujourd'hui, pour un pays comme la Corée, qui est en grande concurrence avec le Japon, et ben, il ramasse des claques, hein, parce que vendre des, euh, vendre des voitures coréennes quand les Lexus sont à 40% sous-pricés, ben, ça fait du mal. Hein. Donc la Corée, ils dégustent, c'est sûr, et tout le monde gueule. Donc ce que pourrait faire la Chine un jour, c'est dire j'en ai marre de ces réserves en dollars qui ne me servent à rien, puisque maintenant je paye mon pétrole en yuan ou en rouble. J'ai, je ne sais pas combien de 1000 milliards de dollars ou 1800 milliards de dollars en réserve. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ces réserves, je vais acheter du yen et je vais le faire monter. Elle pourrait faire ça aussi. Donc là, jusqu'à présent, elle n'a pas fait de mesure de, comment dire, la Non. banque centrale chinoise n'a pas laissé baisser le yuan pour essayer de compenser la baisse du yen. Ben, elle ne peut pas, pour une raison très simple, c'est que la grande crise asiatique de la fin du XXe siècle, à la fin du XXe, s'est produite parce que la Chine avait d'un seul coup dévalué de 40%. Alors, il avait foutu en l'air toutes les autres économies. Et donc, après la dévaluation chinoise, qui était en 95-96, vous avez eu toute l'Asie qui a sauté en 98-99. Alors, ils ont littéralement promis à tous les autres pays qu'ils ne dévalueraient pas contre eux. Voilà. Et qu'eux, ils devaient stabiliser contre le yuan, mais que la Chine, c'est exactement la politique que faisait la Bundesbank, par exemple vis-à-vis de la France ou de l'Italie. Jamais on ne dévaluera contre vous. En revanche, ils ont su réévaluer contre nous lors de la Ils ont, réunification. pendant la réunification, ils ont survalu, mais on en a payé le prix après, parce que nous, pendant qu'ils faisaient passer les accords chartes de baisse du coût du travail, nous, on faisait les 35 heures. Alors, ça nous a mis. On avait des concurrents assez massifs en 2000. Et en l'espace de 20 ans, maintenant, des comptes courants déficitaires très importants. Mais ça, on ne va pas parler de la France, parce que c'est à force de se tirer des balles dans le pied, ils n'ont plus de pied. Quoi. Malheureusement, on va y venir. Être un des sujets. Alors, vous avez quand même énormément écrit dès le début contre l'euro. Ben, ça ne peut pas marcher. Alors, c'était justement la question, est-il possible d'envisager un scénario dans lequel l'euro subsiste? Alors, je sais qu'on vous fait souvent le reproche de dire que 20 ans, 25 ans après, il est toujours là. Oui. Est-ce que ça Est-ce peut que continuer? est-ce que c'est... D'abord, je vais vous expliquer. En 2002-2003, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Des lions menés par des ânes, dans lequel j'explique qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de pays qui avaient des productivités différentes et qui se maintenaient à un taux de change fixe. Parce que dans ce cas-là, le pays qui a la productivité la plus importante, il va se retrouver ayant toute l'industrie de la zone. Tout le monde va fermer partout, il va ouvrir en Allemagne, c'est évident. Il ne peut pas en être autrement. Et donc, j'avais écrit en 2002-2003 que l'euro allait amener à trop de maisons en Espagne, puisque les taux d'intérêt allaient baisser, tout le monde allait acheter des maisons. Trop de fonctionnaires en France, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort toujours. Et trop d'usines en Allemagne. Bon, on y est en plein. Et nous avons une crise majeure de l'euro en 2012. Un peu plus tôt que ce à quoi je m'attendais, mais enfin, donc, je me dis, bon, bah, ils se rendent compte que l'euro ne marche pas. Et puis, pas du tout, il y a M. Draghi qui dit, je ferai ce qui est nécessaire pour garder l'euro. Bon, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met les taux d'intérêt à zéro
est négatif sur l'Allemagne. Intéressant. Mais les banques ont comme métier de prêter leurs dépôts. Et elles les prêtent. Elles ne peuvent pas les prêter, elles peuvent le prêter peut-être 150 ou 200 points au-dessus du coût de l'argent fixé par la Banque centrale, mais pas plus. L'embêtant, c'est que la quasi-totalité des banques ont des frais de fonctionnement qui sont entre 2 et 3% de leurs dépôts, pour faire tourner leur personnel, pour les loyers, pour les assurances, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, une fois qu'on a sauvé l'euro, entre guillemets, je me pose la question, qu'est-ce qui va payer la note? Parce que vous savez, un repas gratuit, ça n'existe pas, hein, c'est la vieille phrase de Milton Friedman. Donc, c'est plus les profits des entreprises européennes qui vont se péter la gueule à cause des taux d'intérêt, hors de l'Allemagne. Ça va être les banques qui vont être obligées de prêter à perte. Donc, je dis à tous mes clients, bon, l'euro, il va peut-être rester quelque temps encore, mais je sais que les banques vont faire faillite. Ça devient intéressant. Et donc, les banques perdent 80% de leur valeur en bourse. Et là, M. Draghi dit, bon, ben, on ne peut pas laisser les banques faire faillite. Donc, ce qu'il faut faire, il va falloir sauver les banques. Alors, qu'est-ce que fait M. Draghi? Toujours génial. Et ben, ce qu'il fait, c'est qu'il donne, à partir du budget de l'État, des subventions aux banques. Donc, je me dis, bon, les banques ne vont pas faire faillite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les États qui vont faire faillite. Donc, vendez toutes vos obligations françaises, allemandes, italiennes, qui depuis ont perdu à peu près 30% en capital. Mais tout le système, alors qui va donc maintenant prendre la perte? Comme les Allemands avaient distribué des obligations à leur population avec des rendements réels d'à peu près entre 4 et 5% pendant 40 ans, la quasi-totalité de l'épargne en Allemagne était en obligation. C'est pas la peine d'aller chercher le risque action, puisque vous avez trouvé du 4 ou 5% réel avec les obligations, c'était très bien. Et donc je dis aux gens, j'écris un papier aux gens en disant, bah, écoutez, c'est pas difficile, maintenant ceux qui vont faire faillite, ce sont les retraités allemands. Et c'est un pays qui vieillit à toute allure. Donc la prochaine grande crise, ce sera une crise de la consommation, parce que le retraité allemand de base, il est en train d'avoir une baisse de son niveau de vie à cause des obligations qui ont perdu 25%, de 25%. Et comme me dit mon fils en rigolant, quand les Français ou les Italiens sont dans la rue en gueulant contre leur gouvernement, tout le monde s'en fout. Mais quand les Allemands y sont, en général, c'est moins bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils mettent des bouts de sparadrap ici. Keynes avait une phrase très forte, il y avait un type qui lui reprochait d'avoir changé d'avis. Et il avait dit, monsieur, quand les événements changent, quand les choses changent, je change d'avis. Qu'est-ce que vous faites? Donc, moi, j'avais écrit un livre en disant, dans le cadre juridique tel qu'il est défini dans les traités, il n'y a aucun problème, l'euro ne peut pas durer plus de 10 ans. Ils ont complètement fait sauter en l'air. Il était interdit aux banques centrales d'acheter les obligations allemandes, françaises, italiennes, d'acheter les obligations d'État, de financer les déficits budgétaires. M. Draghi a pris sur lui ce qui était en violation avec tous les traités de les acheter. Le bilan de la Banque centrale européenne a été multiplié par 5 depuis 2012, par 5, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. La quantité de monnaie a été multipliée par 5 et le PIB européen est monté de 20% pendant la période. Donc, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer maintenant? Baisse de l'euro? Bah, évidemment. Évidemment. Il a déjà commencé à baisser de façon phénoménale contre l'heure. Je remets de l'électricité dans mon machin, là, parce que... Voilà. Mon téléphone était en train de s'épuiser maintenant. Ok. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ils ont bâti un système qui va vers l'explosion, si vous voulez. Donc, ils essayent, chaque fois qu'il y a une explosion qui arrive, de mettre un bout de sparadrap, mais l'explosion, c'est ce que disait Karl Popper, qui était un grand scientifique, il disait le risque dans un système est toujours le même. On peut pas changer le risque. Mais par contre, on peut le déplacer. C'est-à-dire, vous êtes comme, vous savez, un matelas matelas gonflable, dans lequel il y a de l'eau.
vous voyez la bulle d'eau qui se forme là-bas, donc vous appuyez sur la bulle d'eau, elle part ailleurs. Donc, le boulot de la gestion dans les. Ce que je fais, c'est que j'aide beaucoup les gens à gérer leur argent, enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, le boulot de ceux qui gèrent l'argent, c'est assez simple, c'est qu'il faut simplement qu'ils évitent les grosses gamelles. Donc, la première gamelle, bon, bah, c'était l'Italie, la Grèce, tout ça, bon, ça a quasiment sauté. Puis la deuxième gamelle, ça a été les banques. La troisième gamelle, c'est les systèmes, c'est nos obligations d'État, il y en a beaucoup trop. Et la quatrième gamelle, c'est maintenant les retraités. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois, ils essayent de déplacer la perte vers quelqu'un, mais un jour, cette perte va devenir telle que ce quelqu'un ne pourra plus la porter, et en général, ce quelqu'un, il va voter. Et vous voyez partout en Europe des gens qui sont en train de gueuler contre Bruxelles en disant mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, mais pourquoi on avait besoin de l'euro, ça marchait très bien avant et tout et tout. Donc, les gens me disent vous avez eu tort. Non, j'ai pas eu tort, j'ai eu parfaitement raison. C'est fou ce que je peux gagner comme pognon depuis 20 ans grâce à ces connards. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de deviner ce qu'ils vont faire la fois d'après et je short ce qui va se péter la gueule. Et alors là, la dernière marotte d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, c'est l'union des marchés de capitaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste et qu'est-ce que cela changerait par rapport à la situation actuelle? Ça, c'est encore une ânerie. Vous savez, c'est que on a chacun des pays européens est assez endetté. Mettons, la France est à 130%, je ne sais plus combien, enfin par là. Et donc, les marchés vont avoir de plus en plus de mal à prêter à la France. Ils vont dire non, il n'en est pas question. Mais si vous réussissiez à faire une émission européenne garantie par tous les pays à la fois, ce qui est formellement interdit par les traités, et en plus, ce qui est formellement interdit aussi par la Constitution allemande. C'est dans la Constitution allemande que l'Allemagne ne peut pas garantir les déficits budgétaires d'un autre pays. Bon, mais mettons, c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais à ce moment-là, si vous voulez, si vous prenez le bilan de l'entité juridique Europe, qui n'est jamais que la somme de tous les bilans, mais ça, on ne vous le dira pas, ben, le bilan Europe, il n'a pas d'obligation. Donc, on pourrait en emprunter plein. On n'aurait pas besoin de prendre des réformes. Vous voyez comme c'est malin. Je vous crée une holding là-bas, qui n'a pas de dette. Tous les gars en dessous sont en faillite, mais la holding n'a pas de dette. Alors, on va expliquer marché financier que ça, c'est du bon risque, alors que ce qu'il y a en dessous, ce n'est pas du mauvais risque. C'est du mauvais risque, mais c'est complètement idiot, parce que tous les gars en dessous sont en faillite. Mais c'est ce qu'ils appellent. Bons quand même. Ils sont bons quand même, enfin, ils sont inventifs. Ah, pour essayer de ne pas prendre des décisions, c'est les meilleurs. Pour continuer à vivre au-dessus de leurs moyens et à se ridiculiser chaque fois qu'ils en ont l'occasion, il n'y a pas mieux que. C'est tout à fait étonnant. Alors, ce sujet, on a d'ailleurs, alors ça date un peu maintenant, mais on a appris un dérapage imprévu du déficit budgétaire de 5,6% du PIB. À se demander qu'est-ce qui est le plus inquiétant, le fait que ça soit l'ampleur du dérapage ou le fait que ça a été imprévu. Mais donc la question maintenant, c'est imprévu, c'est n'importe quoi. Toute l'année dernière et toute l'année d'avant, j'ai écrit des papiers en faisant des calculs en disant ceux qui s'imaginent que le déficit budgétaire va baisser en 2024, en 2025 sont des ânes, parce qu'avec les taux d'intérêt qui montent, la dette qui revient à échéance, vous savez, si vous avez mis de la dette à zéro il y a 5 ou 7 ans et que vous la remettez à 3 ou à 4, ben, ça vous creuse le déficit et ça n'a rien d'imprévu. Hein, c'est pas, vous savez combien vont revenir d'eux. Donc vous avez ça, mais si vous voulez, j'en arrive au point à me dire que quelque part, dans les 2 ans qui viennent, il va y avoir des obligations françaises qu'on ne réussira pas à placer sur les marchés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux vous le dire déjà, c'est pas difficile, hein, puisque on les connaît par cœur, c'est qu'ils iront chercher de l'argent directement dans votre compte en banque. C'est pour ça qu'ils ont besoin de l'euro numérique. Ça sera votre compte aura un compte miroir à la Banque centrale, et on dira, écoutez, la France a du mal à se financer en ce moment, donc on vous a pris la moitié de ce que vous aviez sur votre compte, mais c'est pour la bonne cause, on vous a donné un petit papier à colorier, et dans 40 ans, on vous remboursera ça, c'est promis.
D'accord. Et C'est pour ça qu'il ne alors, faut pas avoir de cash sur son compte. à un moment, il faut quand même avoir de quoi assurer les dépenses courantes. Ah, mais bougez pas, les dépenses courantes, elles ne sont pas assurées du tout. Là, pour l'instant, les dépenses courantes, si vous voulez, aujourd'hui, je crois, attends, je vous dis. Écoutez, il me semble bien, mais j'en suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Il me semble bien que les recettes fiscales couvrent à peu près la moitié des dépenses. Tout le reste est emprunté. Vous seriez n'importe quel client d'une banque, il serait en train de fermer votre compte et de liquider vos actifs. Ben non, on est en faillite, quoi. Faut pas se tromper. On est en pleine banqueroute. Donc Et la quand France est c'est dans une trappe à dette, c'est ce que vous la dites? France est dans une trappe à dette, avec la dette et le service de la dette, surtout, qui monte beaucoup plus vite que les recettes fiscales. Et ils peuvent pas augmenter les recettes fiscales en augmentant les impôts, puisqu'ils en sont arrivés à un point où on est de l'autre côté de la courbe de l'affaire, c'est-à-dire si vous augmentez les impôts, les recettes fiscales baissent. Et dans ce contexte-là, comment expliquer que dernièrement les agences de notation n'aient toujours pas dégradé la France? Alors que enfin, les chiffres sont bien Alors, les pires agences que de notation, des c'est pays bien ça. européens mieux gérés, comme le Portugal par exemple. Ben, si vous voulez, les agences de notation, c'est de mourir de rire, parce que qui paye les agences de notation? Normalement, ça devrait être ceux qui achètent les obligations. Normalement. En principe, le guide Michelin, vous l'achetez quand vous allez au restaurant, quoi. C'est pas. Tandis que là, c'est le restaurant qui paye le guide Michelin. Alors, inutile de vous dire que la qualité des informations que vous avez sur un guide Michelin qui serait préparé par le restaurant, c'est pas tout à fait pareil, quoi. À partir du moment où l'information est donnée par l'emprunteur, je crains qu'on ne puisse pas considérer que l'information soit de bonne qualité. Très bien, très bien. Nous avions un autre sujet que nous souhaiterions aborder avec vous. Hmm. Donc, comme vous l'avez mentionné précédemment, l'épargne des Français est sujette à risque. On a bon de gros dérapages budgétaires. La question serait de savoir est-ce que compte tenu des problèmes de financement, notamment des retraites, tout ça, est-ce que le fait pour les Français, la constitution d'un fonds souverain dans lequel les Français pourraient placer leur épargne, pourrait être une transition vers une capitalisation des retraites, et est-ce que ça serait faisable, en fait? Attendez, un État fait un fonds souverain quand il a des excédents Mhm. budgétaires et des excédents extérieurs. C'est-à-dire qu'à la place de distribuer, de faire baisser les impôts, par exemple, pour les gens, en disant ben, on épargne trop en ce moment, ben, on va faire un fonds souverain pour préparer l'avenir. C'est ce que fait la Norvège, c'est ce que fait Singapour, c'est ce qu'ils font tous. Mais pour ça, encore faut-il commencer par avoir un excédent d'épargne. Alors, si vous dites que la France a un déficit d'épargne monstrueux, dites-moi d'où il va venir ce pognon pour ce fameux fonds souverain. D'où viendront les flux pour le nourrir? Ça ne peut pas être de l'épargne existante parce qu'elle est déjà investie dans les obligations. Vous savez, de l'épargne, ce n'est pas un machin comme oncle Picsou qui nageait dans son tas d'or et puis vous pouvez prendre le tas d'or et aller le mettre ailleurs. Toute l'épargne qui est dans des banques, qui est dans des obligations d'État, etc., elle est déjà investie. Donc les Français pourraient décider de sortir cette épargne de l'endroit où elle est investie, les obligations d'État, pour aller acheter, je ne sais pas, Air Liquide. Mais dans ce cas-là, ça ferait monter les taux d'intérêt et monter le cours d'Air Liquide. C'est ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs. Et donc, l'histoire du fonds souverain, c'est vraiment le gars qui vous dit non, pour régler vos problèmes d'alcoolisme, je vais vous filer la clé de la cave. Quoi. Il n'y a pas de cave, il n'y a rien dedans, c'est vide. Comment voulez-vous avoir un fonds souverain si vous n'avez pas d'épargne? D'accord, je vois. Donc, ce que vous dites, c'est que comme l'épargne des Français est déjà investie, en fait, il y a pas de, oui, il y a pas de réserve, en fait, dans laquelle, Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas une grosse réserve quelque part qui serait dans les comptes de M. Arnaud. Et si on piquait les comptes, si on allait chercher l'argent de M. Arnaud, on pourrait peut-être faire une épargne pour les Français, mais c'est du pipeau, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est un fonds d'épargne. Vous avez, je vais vous dire, allez, je vais essayer de faire un exemple pour que les gens comprennent bien.
Mettons que certains de vos auditeurs, là, le 20 du mois, il n'y a plus rien dans le frigidaire. Hein. Bon. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut donc que le 1er du mois, ils achètent plein de boîtes de conserve et qu'ils les mettent en réserve. Mais à ce moment-là, le frigidaire sera vide le 15 du mois. C'est complètement idiot. Un fonds d'épargne, ça commence avec une épargne excédentaire. Ça vient pas de nulle part. On va lancer maintenant une université de l'épargne. On va apprendre à tous ces pauvres Français comment gérer leur argent. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont toucher leur retraite. Hein. Oui. Oui, on va commencer à prendre les devants pour ça. Oui, dans notre génération, on y est très conscient. Vous avez raison. Si vous mettez un petit peu d'argent de côté pendant les 40 ans qui viennent, si vous gérez ça convenablement, vous pouvez, en l'espace de 40 ans, multiplier par 5 à peu près les sommes que vous aurez déposées en épargne. Mais en termes réels. C'est-à-dire que vous aurez une retraite prospère. Mais si vous demandez à l'État, par un système de répartition, de demander à ceux qui bossent de payer pour ceux qui ne bossent pas, comme il y aura beaucoup plus de ceux qui ne bossent pas que de ceux qui bossent, vous allez vous retrouver avec de quoi acheter avec votre retraite une baguette de pain le 1er du mois. Et comment seriez-vous d'un système mixte répartition-capitalisation? C'est ce que les Anglais ont fait qui n'est pas bête. Les Anglais, ils ont un système où vous travaillez, donc vous avez une retraite minimum. Là, moi, j'ai pas travaillé 20 ans ou 25 ans en Angleterre, donc je touche une retraite anglaise qui est la retraite minimum. Très bien, je suis très content. Et ça, c'est pour assurer la base. Et vous avez à peu près les deux. Vous avez à peu près la possibilité de mettre de l'argent de côté. Et ils ne vous imposent pas sur les plus-values pendant que vous faites votre épargne. Et donc, ils ont les deux systèmes à la fois, et à mon avis, et le deuxième est complètement privé. C'est vous qui décidez vous-même de quoi, dans où vous allez investir, dans quoi, etc. Donc, ça, si vous voulez, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est un peu ce qu'on a en France avec la GIR, Carco et tous ces trucs-là. Mais le gouvernement n'a qu'une idée, c'est de s'emparer des réserves de ces gens-là. Donc, il vaut mieux que vous le fassiez en votre nom propre, plutôt que de le faire dans une institution, parce que l'institution, le gouvernement va venir et vous piquer l'argent de l'institution. Il dira qu'il vous remboursera plus tard, et puis hop, vous n'aurez rien du tout. Très bien. Si la France était un livre, quel serait-il selon vous? Si la France était un livre, quel serait-il selon vous? Oh, probablement Cyrano de Bergerac. Le type qui a tout pour réussir et qui termine pauvre, ayant reçu un coup sur la tête et qui n'a jamais pu approcher la femme qu'il aimait. J'aime beaucoup la pièce d'Edmond Rostand, mais c'est quand même l'histoire d'un grand crétin qui est quand même, si vous voulez, qui s'imagine, qui vit dans un rêve, qui vit dans une espèce de truc complètement faux. Donc, la France, c'est un pays extraordinaire où le peuple est incroyablement travailleur, créatif, crée de la beauté sans même le faire exprès, etc. Et les élites sont d'une imbécilité totale. Et donc, le vrai problème de la France, si vous voulez, c'est que vous avez un peuple incroyablement intelligent qui est gouverné par des crétins. Et à mon avis, c'est un peu l'avis de Cyrano de Bergerac. Il avait qu'à faire sa déclaration quand ils avaient 20 ans à la jeune personne. Mais peut-être c'est plus difficile, c'est plus facile de mourir pour une femme que de vivre avec elle, je ne sais pas. Merci beaucoup. Voilà, merci de m'avoir appelé.